Et j'aimerais éviter de redire tout ce qui a été dit avant, avec quoi je suis d'accord pratiquement à 100%. Il y a juste ce chiffre avec lequel je ne suis pas d'accord. Il ressemble plus à une injonction économique qu'à une injonction médicale. Et nous ne devrions pas accepter ce qui se passe dans les grandes multinationales, où on fait un budget prévisionnel et on se rapproche du budget prévisionnel à 99%, à 98%. C'est pas acceptable que nous acceptions des injonctions qui sont uniquement médico-économiques et que nous ne soyons pas sur la qualité, seul domaine où nous avons une légitimité. Notre discipline a un inconvénient majeur pour l'ambulatoire, c'est que nous avons 220 000 IVG dont la moitié se font dans des blocs opératoires, bien sûr en tout début de journée, et nous avons 200 000 prélèvements ovocytaires dont la quasi-totalité se font dans les blocs opératoires. Si bien que quand on regarde des blocs opératoires de gynécologie obstétrique, très tôt le matin, ils sont littéralement embolisés et squattés par des petits gestes qui se font pour une grande part d'entre eux sous âgés et qui ne sont pas comptés dans notre activité d'ambulatoire. Si bien que IVG et prélèvement ovocytaire étant exclus de l'activité ambulatoire, nous avons une difficulté supplémentaire d'horaire sur ce sujet. Il y a encore un autre acte qui n'est pas partie des actes marqueurs, qui est l'hystéroscopie opératoire. De quelque manière que nous nous y prenions, quand on opère un fibrome par voie basse en hystéroscopie opératoire et sous anesthésie générale, c'est un acte qui est fait souvent avec une entrée de la patiente le matin et sortie le soir, et elles ne sont pas comptabilisées. Malgré tout ça, et dans notre discipline, on arrive quand même à faire avancer l'ambulatoire. Et ici, vous avez les gestes marqueurs en gynécologie, et vous voyez qu'on a un taux pour ces gestes marqueurs. Je ne vais pas vous gaver avec les techniques chirurgicales de gynécologie obstétrique, mais nos taux en matière de chirurgie ambulatoire ont véritablement augmenté entre 2014 et 2018, et je pense que ça va continuer d'augmenter. Grâce à Henri Jean-Philippe, on a pu faire un petit sondage dans la discipline sur la disponibilité, j'allais dire psychologique, de nos collègues à aller vers l'ambulatoire. En rouge, ce n'est pas disponible. En vert, on est prêt. Et vous voyez que dans la chirurgie annexielle, c'est très largement le cas, sauf pour les abcès annexiels. Sur la chirurgie du prolapsus, la moitié sont estimés comme étant réalisables en ambulatoire, et donc il y a une assez grande disponibilité psychologique pour aller plus loin dans l'ambulatoire. Mais, il y a un mais, nos hôpitaux ont été construits sur des plans et des activités du XIXe siècle, et nous ne pouvons pas y insérer sans grosse modification des activités du XXIe siècle. Si j'avais été ministre de la Santé, je n'aurais jamais parlé de 70% d'ambulatoire. J'aurais juste fait la chose suivante. J'aurais dit, nous y gagnons en qualité des soins pour les patients et en argent en augmentant les procédures ambulatoires. Je ne cherche pas en tant que ministre à tout mettre dans ma poche, partageons. Je propose que nous disions à nos ministres et à nos tutelles, la nomenclature des actes sera augmentée de 15% chaque fois que ce sera un acte qui sera fait dans le cadre de l'ambulatoire. Montre-moi ta structure et je te dirai ce que tu vaux. Nos structures, on nous a dit « Ah, il y a de l'économie à faire en faisant plus d'ambulatoire. » Débrouillez-vous dans vos hôpitaux vétustes pour la réaliser et la faire avec de la chirurgie foraine, des gens qu'on fait rentrer le soir alors que ce n'était pas prévu, etc. Ceci est une mauvaise manière d'apprécier les choses. Nous avons une bonne manière de le faire, c'est de dire qu'effectivement nous sommes tous concernés par la dépense du denier public,
et bien sûr un président de société savante l'est également, mais nous sommes concernés par le fait qu'on ne peut pas nous demander de faire de la chirurgie aux mains nues et qu'il y a des profits à faire pour la société, pour les patients et pour l'ensemble des structures. Et il y a quelque chose qui organise très bien les structures, c'est le montant de la nomenclature. Le même geste d'hystérectomie, puisque l'hystérectomie est en balance, c'est un des gestes qui est en balance entre l'ambulatoire et l'hospitalisation classique, le même geste d'hystérectomie, lorsqu'il a lieu en ambulatoire, qu'il est étiqueté comme tel, devrait donner lieu à une majoration pour l'anesthésiste, pour le chirurgien, pour les soins de suite de 15% quand c'est fait en ambulatoire. Je vous promets que si on fait ça, on n'aura plus besoin ni de mesurer, ni de pousser, parce que je sais que les êtres humains, il ne faut pas faire de l'angélisme, sont là et suivent les vraies décisions. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une vraie décision au niveau de la tutelle de pousser l'ambulatoire. Sans cela, ils auraient fait ce que je viens de proposer. La dernière remarque que je voudrais faire est la suivante. Lorsqu'on met des contraintes médico-économiques sur les médecins, il faut distinguer entre les vieux et les jeunes. Les vieux dont je fais partie ne franchissent pas la ligne jaune de la qualité. Les jeunes sont capables d'intégrer une norme qui est la norme d'économie au détriment de la qualité. Nous tous ici, on va avoir besoin des services hospitaliers pour nous-mêmes. Je ne voudrais pas que le praticien hospitalier qui me soignera soit préoccupé de ces chiffres. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le cas. Si je vous dis ça, c'est qu'il nous faut absolument un bastingage de sécurité et de qualité. Or, plusieurs personnes parmi mes collègues présidents de sociétés savantes ont abordé la question de la qualité des soins, mais jusqu'à présent, y compris pas l'HAS, n'a mis dans ses visites la qualité véritable des soins. C'est pourquoi nous lançons, grâce à un orthopédiste, Pascal Glaise, un label de qualité, CNGOF, avec une application qui sera confiée par un login à toutes nos patientes. Et nous allons les interroger elles-mêmes, en direct, sur la qualité des soins. Si on interroge les docteurs, tout va bien. La qualité est bonne et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a fait un autre truc, on a fait remplir des paplards dans la sortie d'hôpital. 6% de remplissage. Autant dire que ce n'est pas du tout valable. Là, on est en train de lancer pour l'obstétrique, mais l'année prochaine, ce sera pour la chirurgie gynécologique et l'année d'après pour la PMA, un label de qualité. Les gens s'engageront et j'espère que ce label fournira un bastingage de sécurité car personne ne veut se voir étiqueté d'avoir une baisse de qualité ou de vécu sur la qualité des soins au prétexte qu'il aura voulu rejoindre des objectifs économiques. Mon propos est extrêmement simple. Attention à ne pas se lancer dans la RAC, oui, bien sûr, mais pas dans des chiffres de chirurgie ambulatoire sans avoir préalablement mis les bastingages. Grâce aux mouvements sociaux, on nous a taclé sur les épisiotomies. Vous avez entendu parler de ça, mutilation sexuelle, machin truc. Il y en a un, patron de CHU, qui a dit « Ok, j'interdis les épisiotomies dans mon service. » Multiplication par 2 des ruptures du sphincter anal, et je ne vous dis pas les conséquences pour la vie de ces femmes. C'est des conséquences définitives, là où l'épisiotomie a des conséquences uniquement temporelles. Et donc, lorsque on va trop loin dans l'écoute des paramètres extérieurs de nos disciplines, réseaux sociaux, associations de patientes, ministres, tutelles, et qu'on n'a pas mis le bastingage de qualité, à savoir qu'est-ce que ça entraîne comme complications et comme modification du vécu, on risque en fait de détériorer la qualité des soins. On aura fait des belles économies, mais on soignera moins bien nos patients. Merci de votre attention.